Bonjour Ève. Bonjour Eliana. Ça va bien? Ça va, merci beaucoup. Alors, d'après ce que j'ai compris, aujourd'hui, vous avez fait une petite balade à Jérusalem. Vous êtes allé voir un moulin. Je suis allée voir un moulin, absolument, celui de Moshe Montefiore. Alors, c'est son histoire qu'on va raconter aujourd'hui. On s'était arrêté la dernière fois, on avait parlé des élèves du Gaon de Vilna. On avait parlé des élèves du Gaon de Vilna. On avait rappelé qu'au début du 19e siècle, on a à Jérusalem une population de 18 000 habitants. Et dans cette population, on a en fait beaucoup de juifs. Enfin, 5 000 juifs à peu près. Ce qui est énorme, ce qui est quasiment un tiers de la population. Un tiers de la population. Et ces juifs-là, justement, ils vont recevoir beaucoup d'aide d'un juif qui, lui, n'habite pas en Eretz Israël, mais c'est comme s'il habitait ici, quelque part. Oui, alors on va simplement remettre la personnalité de Montefiore dans notre chronique globale sur les aliotes. On avait démarré avec l'alia des Espagnols, qui était une alia liée aux persécutions. On avait enchaîné avec l'alia des élèves du Gaon de Vilna, qui était une alia messianique. Et là, avec Montefiore, on arrive à un nouveau pan de ces aliotes, qui est les philanthropes, en fait. Les gens qui ont aidé, qui croyaient beaucoup en l'État d'Israël, qui n'étaient pas forcément... Enfin, État qui n'existait pas, en la terre d'Israël. En la terre d'Israël, pour les Juifs. Et Montefiore va ouvrir la voie un certain nombre d'autres philanthropes, et surtout il va énormément aider à développer Jérusalem, ce qui fait notre lien avec ce qu'on avait vu la dernière fois. Alors avant de commencer, avant de raconter en fait tout ce que Montefiore fait, peut-être un petit topo sur sa vie. Qui était-il? D'où vient-il? Montefiore, c'est pas un nom un petit peu italien? Alors il est né à Libourne en 1784, mais il a grandi à Londres. Il était anglais. Moshe Montefiore, il est actif, il est dynamique, il est doué par les affaires. Il va se lancer avec succès dans deux secteurs qui sont absolument nouveaux pour l'époque, qui sont les assurances et le gaz d'éclairage. Il est doué, sa coopération avec Nathan de Rothschild, dont il devient le beau-frère, va lui apporter une aisance financière assez sympathique. Ça aide d'avoir un beau-frère Rothschild. Ça aide. On se souhaite à tous. Et quand on a des idéaux, ça aide encore plus. Exactement. Parce qu'au lieu de faire fructifier sa richesse, Montefiore va se contenter de l'entretenir et de se consacrer à ce qui l'intéresse vraiment, c'est-à-dire la vie juive. Donc si je ne me trompe pas, Montefiore, à l'âge de 40 ans, il se met à la retraite. Et il va mourir d'ailleurs à 101 ans, c'est quelqu'un qui va mourir très tard. Et de l'âge de 40 ans à l'âge de 101 ans, il s'occupe de ses juifs, quelque part. Il s'occupe de ses juifs. Il a 43 ans exactement quand il entreprend avec sa femme Judith son premier voyage sur la terre d'Israël. Il en fera en tout 7. 7 à l'époque, je rappelle, on est en 1827 lors de son premier voyage. C'est pas du tout comme aujourd'hui. Il n'y a pas Elal qui arrive qui tous les jours, plusieurs fois par jour, vous propose de venir en 4 heures. Non, c'est compliqué, c'est long, c'est dangereux. Donc c'est extraordinaire déjà et il vient, il revient, donc il s'installe pas ici, il fait juste des allers-retours, mais chacun de ses voyages, on s'en souvient en fait de chacun de ses voyages. Alors il a un lien très fort à la terre d'Israël, mais il a surtout un lien encore plus fort au peuple juif, Moshe Montefiore, et c'est eux qui veut aider en priorité. D'ailleurs, pour la petite histoire, Moshe Montefiore, quand il décède, donc à la fin de sa longue vie à 101 ans, on peut dire facilement que dans la majorité des foyers juifs d'Europe, on va afficher son portrait. On va afficher son portrait parce que les gens ont vraiment un lien très 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 fort avec ce grand philanthrope. Jusqu'en Russie, exactement. Alors, Moshe Montefiore, qu'est-ce qu'il va faire en particulier à Jérusalem? Il va construire beaucoup de nouveaux quartiers, en fait. Alors, il va laisser son nom à Jérusalem parce qu'il va développer, il va démarrer la construction d'énormément de quartiers. Alors, on peut citer les quartiers qui portent son nom. C'est souvent pas Montefiore, c'est souvent Moshe, mais c'est bien de lui qu'on parle. qu'on a Yamin Moshe, Oel Moshe, Dirchon Moshe, Kiryat Moshe, exactement. Eh ben, c'est extraordinaire ce personnage. Et en fait, si on avait parlé dans notre dernier épisode de la Chalaké, donc de la Chalouké, pardon, le fait que les Juifs qui habitent en Eretz Israël vivent de l'aumône de leurs frères, Moshe Montefiore, lui, en fait, il est un peu réactionnaire, il est révolutionnaire à ce niveau-là. Lui, c'est pas ça qui l'intéresse. Ce qu'il préfère, c'est de créer des emplois et de permettre, en fait, à ce que la population juive qui habite ici ne soit pas une population seulement d'enseignants de la Torah, d'étudiants de la Torah ou bien de personnes âgées. Au contraire, il veut dynamiser les choses et c'est ainsi qu'il va essayer de créer au maximum du commerce et
et un peu de l'industrie. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, l'Angleterre, c'est le premier pays industriel au monde. Donc en fait, il ramène un peu ces idées révolutionnaires anglaises et il essaye de les appliquer en Israël. Exactement. Alors on peut dire notamment c'est lui qui a mis en place le premier recensement précis des Juifs en Israël, à Jérusalem, en 1839. C'est lui qui va mettre en place qui va construire la première route carrossable qui va relier Jérusalem à la côte. La première orangerie qui va être cultivée par des Juifs, c'est lui aussi. Les premiers égouts modernes de la ville. Il va aider au développement de l'éducation des filles aussi. Voilà, il fait plein de choses pour le pays, Moshe Montefiore. Et Moshe Montefiore, il est toujours en calèche. Il est toujours en calèche avec jet privé de l'époque. Avec sa suite, parce qu'on rappelle qu'il a beaucoup d'argent et qu'il mange cachère. Donc il avait besoin d'avoir son cuisinier qui le suit partout où il va. Et son shochet et son abatteur rituel. D'ailleurs, si vous étiez au moulin ce matin, vous avez pu remarquer qu'en face du moulin, on a une reproduction de sa calèche. Jusqu'à la fin des années 80, c'était la vraie calèche qui était là. Et puis à la fin, je crois en 86, elle a été brûlée. Et donc on a fait une reproduction. Et en fait, c'est sa calèche qu'on a devant le moulin pour rappeler que le personnage qui a créé donc ce moulin, parce qu'il souhaitait donner du travail aux Juifs de Jérusalem, à côté de Yemin Moshe et de Mishkenot Sha'ananim, qui sont les 2 premiers quartiers qu'il a construits en dehors de Jérusalem, et sa calèche, parce que c'était en calèche qu'il faisait tout ça. Voilà, c'est l'image de Montefiore, la calèche. Et Montefiore, en fait, il avait aussi un statut un petit peu d'avocat international des Juifs, n'est-ce pas ? Alors voilà, la partie Jérusalem, Israël, et c'est un pan de tout ce qu'il a fait, une grosse partie. Et c'est la manière dont il a aidé les Juifs du monde entier. Il répondait à des dizaines et des centaines de lettres et de requêtes tout le temps, et il réservait son intervention personnelle aux cas les plus graves. Alors on va en citer quelques-uns. Ouais. Voilà. Alors notamment l'affaire de Damas en 1840. On va rappeler les principaux points de cette affaire. Donc les Juifs de Damas en février, donc peu de temps avant Pessah, les Juifs de Damas sont accusés d'avoir assassiné un prêtre catholique. Dont on retrouve le cadavre, mais pas l'assassin. Alors, comme d'habitude, les Juifs sont accusés. Pour faire des matzot, non ? C'est pour faire des matzot. Les Juifs aiment prendre le sang des chrétiens pour faire des matzot, dit-on beaucoup, à cette époque-là. Et donc, des membres respectables de la communauté juive de Damas sont arrêtés. 2 d'entre eux meurent sous la torture. Et on craint un massacre général par des chrétiens et des musulmans qui sont de plus en plus en colère contre les Juifs. Alors Montefiore, qu'est-ce qu'il fait dans cette histoire ? Alors, alerté très vite parce qu'il commence à avoir un nom de grand défenseur des Juifs et qu'il est un proche de la reine Victoria, ce qui aide. Montefiore, ça aide toujours d'être proche de la reine d'Angleterre. On le recommande à tout le monde. Voilà, donc c'est la 2e recommandation d'aujourd'hui. La première, mariez-vous avec un beau-frère Rothschild. de Rothschild, et la seconde, essayez d'être en bon contact avec la reine d'Angleterre. D'accord, merci Ève pour ces conseils très pratiques d'aujourd'hui. Vous vivrez jusqu'à 100 ans si vous réussissez. Exactement. 101, oui. 101 alors donc Montefiore, alerté, va décider, avec l'aide de la reine Victoria, donc, de partir au Caire, puis à Constantinople, où il va obtenir un décret du sultan qui va demander la libération des Juifs qui ont été arrêtés pour le meurtre de ce prêtre. Il est accompagné d'un Français un peu connu. Un peu connu, qui s'appelle Adolphe Crémieux, bien sûr. Adolphe Crémieux, donc du célèbre décret Crémieux. Grâce à ça, tous les Algériens, les Juifs algériens, nous étions français, nous, en Algérie. Voilà. Allez, un grand bonjour à tous nos amis algériens qui nous écoutent. Alors, 5 ans plus tard, une autre affaire grave concernant les Juifs dans le monde va l'occuper. Ça se passe en Russie cette fois. Il va s'en sortir un peu moins bien, mais il va y mettre tout autant d'énergie. Il ne faut pas oublier qu'en Russie, à cette époque-là, ce sont les tsars, et que les tsars n'ont jamais été vraiment très cléments envers les Juifs. Envers les Juifs. Mais comme, là encore, l'influence de la reine Victoria va aider, Montefiore est plutôt bien reçu en Russie par le tsar Nicolas Ier, qui vient d'interdire aux Juifs de séjourner le long de la frontière ouest du pays sur une profondeur de 50 km, ce qui est pas mal. Les Juifs sont donc expulsés de leur foyer, obligés de s'entasser dans des zones de résidence qui sont déjà surpeuplées. Ils font donc appel à Moshe Montefiore pour les aider. Il va partir avec sa femme dans sa calèche, son cuisinier et toute sa suite. Et il va arriver à Saint-Pétersbourg. La reine Victoria, elle vient avec. La reine, on ne pense pas. Et ils vont arriver à Saint-Pétersbourg dans le froid d'un hiver finissant. L'audience a lieu le 9 avril 1846 et le tsar reçoit très aimablement ce juif exceptionnel, connu, et il lui promet d'améliorer le sort des Juifs. En vérité, il ne va pas tenir ses promesses.
Mais Montefiore, qui est autorisé à visiter la zone de résidence des Juifs, va y recevoir un accueil plus qu'enthousiaste. Donc c'est pour ça à nouveau qu'il était reconnu non seulement par les têtes couronnées de l'époque, mais aussi par tous les Juifs. En fait, tous les Juifs le voyaient comme un petit peu comme un sauveur. Exactement. Comme un sauveur. Comme un sauveur. Et en fait, une des choses qui est importante de dire sur Montefiore, c'est que Montefiore, pour comprendre qui était le personnage à l'époque, il a été, vers la fin de sa vie, ou à un moment dans sa vie, il a une longue vie, il a été Governor of London. Governor of London, ce serait l'équivalent aujourd'hui de maire de Londres. Donc imaginez-vous, on est au début du 19e siècle, on a un juif qui est pratiquant, puisque à chacun de ses voyages, il mange cachère, et puis à chacun de ses voyages en Israël, il prend sur lui de faire d'autres mitzvot, d'autres commandements divins. Il se rapproche en fait de la tradition juive. Et cet homme-là a été le maire de Londres. Je pense que c'est quand même extraordinaire comme statut pour un juif et pour l'époque. Donc c'est vraiment... Encore aujourd'hui, on est habitué à avoir des juifs connus et populaires et qui sont hautement placés dans les gouvernements, mais à l'époque, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Extraordinaire. Et donc, comment il... Alors, il va retourner en Russie, Montefiore, quand il va être âgé de 88 ans, donc 26 ans après ce premier voyage. Ça lui avait plu, il voulait il sera encore très en forme. Cette fois-là, c'est un autre tsar qui l'accueille, c'est Alexandre II. Et là encore, les exigences, les demandes de Montefiore ne vont pas vraiment être suivies d'effet. Mais par contre, sa réception est absolument incroyable. Et la réception par le tsar et la réception par les Juifs. Les Juifs qui le voient vraiment comme un sauveur. Et en fait, quand on y pense, ça veut dire qu'on a plusieurs générations de Juifs qui l'ont vu comme un sauveur. S'il meurt à 101 ans ici, dès l'âge de 40 ans, il a cette position très importante. Enfin, il essaye de sauver les Juifs. Ça veut dire que, disons, 40, 60, 80, 100, au moins sur 4 générations, il a été le sauveur des Juifs. Sur 4 générations et dans un nombre innombrable de pays aussi. Alors, parce qu'on arrive, là, on parle de la Russie, et lui, il était anglais, il était en Italie. On a parlé de Damas aussi. On a parlé de Damas. Au Maroc aussi, il va partir en 1863 au Maroc, où là aussi, les Juifs ont un quotidien qui commence à être un petit peu compliqué. C'est un euphémisme, et donc il va rencontrer le sultan du Maroc. Alors là, l'entrevue va être un petit peu plus efficace que ces 2 séjours en Russie, et il va obtenir la libération de 9 Juifs qui sont injustement arrêtés. Il va obtenir aussi l'abolition de certaines règles, marques distinctives dégradantes pour les Juifs à cette époque-là au Maroc, comme par exemple l'obligation de se promener pieds nus dans la rue. Bien. Alors, il y a un chanteur israélien qui s'appelle Yoram Gaon qui va faire en fait connaître le personnage de Montefiore en Israël, puisqu'il va écrire une chanson qui parle de Montefiore. De Montefiore, exactement. Et en fait, dans sa chanson, il raconte ce personnage qui monte en permanence dans sa calèche et qui, à l'âge de 50 ans, de 60 ans, de 80 ans, de 90 ans, de 100 ans, est toujours en route, essaye de tout faire en fait pour sauver son peuple. Je crois qu'on va l'écouter. Et ben voilà. Alors merci beaucoup Ève. Merci et puis, Eliana. À la prochaine pour notre prochaine émission Immigration sur Studio Qualita, www.studiocalita.com. Voilà. Merci, au revoir.